première question à se poser pour faire des vidéos YouTube, c'est est-ce qu'en fait ce qu'on va raconter c'est si intéressant que ça? On pense que le concurrent d'une vidéo c'est une vidéo concurrente, alors que le concurrent de la vidéo c'est Netflix, c'est le Xanax, c'est ton gamin qui gueule. La vidéo, on pense souvent qu'il faut qu'il soit hyper rythmé pour garder l'attention, sauf qu'en fait, si tu fais un truc hyper rythmé, tu décroches. En fait, ce qui garde l'attention, c'est le changement de rythme. En fait, tu fais de plus en plus dingue, t'es de plus en plus récompensé jusqu'au moment où tu fais trop. Et là, tu te fais sanctionner. Et l'organisme qui te sanctionne, c'est celui qui t'a encouragé. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. Baptiste, bienvenue. Merci. Tu passes de l'autre côté de la caméra. Comment ça fait? Bah écoute, ça fait plaisir. C'est toi qui gères aujourd'hui ma marque sur YouTube. À côté de ça, tu as une agence. Tu fais de la vidéo. Est-ce que tu peux un peu nous donner les premiers éléments d'abord, avant tout, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment t'en es arrivé là? Après, ouais, bien on va sûr. détricoter le bordel. Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi le parcours, en fait, tu vois, quand j'avais 12 ans, je faisais des films avec mes potes tous les week-ends. Des films absolument horribles qui sont aujourd'hui sur un disque dur, et si ce disque dur tombe entre de mauvaises mains, ma vie est finie. Bon voilà, donc c'était vraiment le truc de passion, tu vois. Et en fait, moi après, à part ça, tu vois, j'ai eu un parcours au début un peu classique, donc scolairement ça se passait bien, donc je suis allé un peu vers les études scientifiques, j'ai suivi le truc. Et donc après, tu vois, t'es au lycée, et en gros c'est ceux qui sont bons en cours, ils font médecine ou ingénieur, en gros, quand t'es en filière scientifique. Et donc moi, je suis parti là-dessus. Je suis parti sur, ok, je vais aller faire des études d'ingénieur, tu vois. Je voulais pas trop travailler non plus. Donc le truc, c'était tout le monde allait dans les meilleures prépas, des trucs prestigieux et tout. T'en avais qui étaient plus classe que d'autres. Et moi, je me disais, en fait, à quoi bon aller compete contre des mecs hyper forts, tu vois. Autant je vais prendre une formation peut-être plus facile, être vraiment dans les tops de cette formation-là, et ça va mieux se passer. Et du coup, voilà, moi je suis parti sur un IUT, etc., dans l'idée de faire grandes écoles d'ingénieurs. Et là, le but du jeu, c'est un peu comment tu chopes l'école la plus classée du classement, quoi. C'est le jeu auquel tout le monde joue à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu vois, ça me paraissait hyper important et tout. Et là, je te raconte ça, mais bon, on va en venir très vite à la vidéo, mais et du coup, moi, j'ai charbonné ce truc-là de DUT, j'ai eu une super école et tout. Du coup, vu qu'il y avait une compétition beaucoup plus faible que dans les grandes prépas, et du coup, quand j'allais arriver dans cette école, tu te dis putain, là, je suis pris dans une des meilleures écoles de France et tout. Dans ma tête, ça allait être Poudlard, tu vois, ça allait être des profs de chimie, on va faire des trucs avec des éprouvettes, ça va être ouf. Et du coup, je me suis pris un gros retour à la réalité en arrivant dans l'école. C'est pas ça du tout. En fait, c'était pas ça, quoi. Mais c'était pas de la faute de l'école, quoi. C'était juste que... Ouais, toi, tu t'étais imaginé un truc fou, et en fait, non, c'est pas fou, quoi. En fait, c'était pas fou du tout, tu vois. Et donc, j'étais dans l'école en alternance, donc très vite, j'étais dans mon travail, et je me disais, merde, tout ça pour ça, tu vois, genre... Oh, putain, l'enfer. Et là, tu te dis... Et en fait, là, je me suis dit, ok, j'avais l'impression jusqu'à maintenant d'être sur les bons sujets, de bien travailler et tout, c'est cool. Mais en fait, je suis pas sur la bonne direction, et ok, maintenant, on va peut-être se recentrer sur... ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant, en fait, si je veux vraiment vivre une vie où je vais kiffer, faire des vrais trucs, et si je veux pas subir, voilà, je suis pas venu là pour faire des PowerPoint, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a remis la détermination de me dire, ok, je vais repartir des trucs, même si c'est pas classe, on va dire, socialement, tu vois. Parce que quand, du coup, j'étais à Centrale Supélec, donc tous les gens, ils sont en mode, on va faire carrière dans des grands groupes et tout. Et donc moi je commençais à refaire des vidéos, tout ça, les gens ils captaient pas forcément l'idée, mais je me suis dit ok, et donc j'ai fait de la vidéo, et en fait à force de partager, je pense quand tu fais un truc où t'es passionné, tu deviens meilleur aussi, et j'ai eu les premières demandes de clients, tu vois, en mode ok, j'ai vu que tu faisais ça, est-ce que tu pourrais me faire des vidéos pour ma boîte et tout ça. Donc j'ai pris des clients freelance à côté des cours. Et à partir du moment où j'ai le premier client qui a payé, dans ma tête, il s'est passé un truc de ok, c'est bon, là je vois une voie où on va je peux faire ça de ma vie, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est ça qui m'a mis, pour la partie se mettre le pied à l'étrier, c'est un peu ça le truc. Et du coup après j'ai terminé l'école quand même, et je suis parti en mode ok,
allez, c'est parti à fond vidéo. On va trouver des clients, on va développer le truc. Et peu à peu, du coup, j'ai trouvé d'autres clients. Et maintenant, j'ai du coup une agence où en gros, on aide les fondateurs à valoriser ce qu'ils font avec le levier de la vidéo, travailler leur image de marque et notamment le présence sur les réseaux sociaux, comme on le fait pour toi. Voilà. En résumé, le parcours en résumé. Comment on a commencé à bosser ensemble? Je me souviens que j'étais en recherche de quelqu'un pour gérer tout mon contenu. T'es tombé sur un de mes posts LinkedIn, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Ouais, je suis tombé sur un de tes posts LinkedIn. Et je me souviens encore on devait s'appeler, et puis ensuite c'était un mauvais moment pour moi. J'avais décalé ce recrutement-là à 1 mois. Ouais. Et je t'ai dit, est-ce qu'on se rappelle dans 1 mois? Et tu m'as dit, non, vas-y, viens, on se colle tout de suite. Et t'as été malin là-dessus, parce que je pense que sinon tu serais sorti de mon scope. Et en fait, on a parlé, on a dit, vas-y, ok, go, envoie-moi un devis, je te fais le virement dès qu'on démarre là dans 3 semaines. Et ensuite on a démarré, on a commencé à bosser ensemble. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué, contrairement à plein de gens avec qui j'ai bossé par le passé. Jusqu'à présent, j'avais souvent vu des gens qui étaient experts dans ce qu'ils faisaient, tu vois, qui avaient une expertise, une spécialité, au même titre que toi, qui avaient ton niveau, à peu près, mais qui savaient pas bosser avec des gens, en fait. Et il y a un truc que toi, t'as capté très vite, c'est, ok, visiblement, il a l'air sous l'eau. L'orga, ça a pas l'air d'être son truc. Je vais lui dire, alors, calme-toi, on fait ça, 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 comme ça, j'arrive. Et le moment où tu as pris ça en main de cette façon-là, je me suis dit, ok, je veux travailler avec lui. C'est la première fois que j'ai un externe en vidéo qui sait travailler. Et je me suis dit, ah putain, ça va être plus simple maintenant. Ouais, mais c'est un vrai sujet, ça. C'est que dans les métiers artistiques, en fait, tu as des artistes. Et ils sont excellents, ils sont créatifs, ils sont excellents. Par contre, souvent, c'est plus dur. La partie, tu vois, gestion, juste être carré. C'est pas plus dur, c'est que c'est des chèvres en relation humaine, quoi. Ouais. Vraiment, faut dire ce qui est. Moi, j'ai vécu des trucs et je vais même pas donner les anecdotes parce que je pense que les gens se reconnaissent et le but, c'est pas de les accabler, tu vois. Mais où vraiment, j'avais l'impression de travailler avec des enfants de 12 ans. Ouais. C'est le profil très proche des développeurs informatiques, je pense. Les monteurs vidéo, les créatifs. C'est genre le mec dans sa chambre qui va poncer son sujet. Par contre, effectivement... Je suis un artiste, j'ai une idée, j'ai une DA, laisse-moi tranquille, quoi. Ouais, et puis relationnellement, ça peut... Enfin, je dis ça de ce que j'ai pu voir en bossant aussi avec des monteurs et tout. Tu vois, t'en as certains qui sont où ça se passe bien et tout, c'est fluide. T'en as d'autres où tu sens que, ok, lui, sa zone de génie, c'est la créativité. Par contre, dans la relation qu'on a, tu vois, c'est plus dur. Et je pense que c'est indispensable de toute façon d'avoir les deux pour mettre en place des vraies stratégies de contenu, des choses comme ça, et construire sur le long terme. Parce qu'en vrai, le sujet, c'est pas comment on fait une bonne vidéo, c'est comment on en fait des bonnes pendant des années. Et c'est ça qui crée les marques, quoi. Et plus que ça, c'est un truc qu'il n'y a pas tout le monde qui le comprend. L'enjeu, c'est pas de faire des bonnes vidéos. C'est quel est le but de la vidéo. Ouais. Est-ce qu'elle est au service de l'entreprise? On n'est pas influenceur. On n'est pas là pour être populaire. On est là pour que ce qu'on raconte ramène des clients dans notre entreprise. Ouais. Et ça, c'est un truc, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le capter. Quand j'en parle, ils me disaient, oui, mais tu pourrais faire cette vidéo comme ça, tu sais, ça te rapporterait des milliers de vues et des milliers d'abonnés. Mais est-ce qu'ils vont signer? Parce que s'ils ne signent pas, je vais juste être plus connu avec plein d'inconvénients, mais sans plus d'argent. Ça n'a aucun sens pour moi. Ouais, c'est un vrai sujet, ça, de l'intention, je pense. En fait, c'est de dire, si tu as envie de développer, du coup, une marque, de développer du contenu, c'est pourquoi. Et est-ce que l'intention, elle est claire? Est-ce que c'est un asset business ou est-ce qu'en fait tu te fais un kiff, quoi? T'as envie de fame pour une raison X ou Y qui peut être bonne. Il y en a un. Il y a des patrons qui font ça juste parce qu'ils ont envie de kiffer, être connus, quoi. Ouais. À la limite, pourquoi pas? Mais moi, perso, c'est pas un truc qui me parle trop. Je pense que toi non plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, dans ce que tu dis, il y a un truc je pense, en fait, on ne mesure pas, je trouve, dans les stratégies de contenu. Les métriques qui nous sont données par les plateformes, c'est les métriques qui arrangent les plateformes. Les vues, le CTR, le watch time, ce genre de trucs. Mais en vrai, nous, on mesure pas ce qui nous intéresse le plus, qui est l'intensité de la vue. Genre, l'intensité de la relation créée dans une vue. Sauf que nous, on n'est pas salariés de YouTube ou de TikTok, tu vois. Donc, en fait, faire plein de vues, tout ça, c'est pas vraiment notre sujet, quoi. Moi, j'ai une seule métrique,
c'est est-ce que ça me rapporte des clients. Et avant qu'on démarre cet enregistrement, j'en parlais avec Valorant. On est en train de tourner dans les studios du Crayon. Et c'est une de leurs agences, le Surligneur, qui loue les studios, du coup. Et je lui disais, c'est pas forcément le studio le moins cher de Paris, mais c'est celui où je me sens à la maison. Donc déjà, moi, c'est un gros sujet, ça, pour moi. Mais surtout, en une journée de studio, je fais 4 entretiens comme ça. 4 entretiens, c'est quasiment sûr que ça m'apporte au moins un client. J'ai x4 à x5 le prix du studio. Donc en fait, vous êtes pas cher pour moi. Pour quelqu'un qui joue sa vie à 200 balles près, c'est différent. Moi, j'ai une structure commerciale stable et efficace. J'ai une entreprise qui sait amener des clients et qui sait transformer de la visibilité et de l'exposition médiatique en futurs clients. À partir de là, j'ai une logique de rentabilité quand je crée du contenu qui est pas la même. Je le disais avant, ma chaîne YouTube, au moment où on enregistre, a un peu plus de 6 000 abonnés. Sur les 13 derniers mois, elle a rapporté 195 000 euros. Instagram, 8 000 abonnés. Sur les 13 derniers mois, 100 000 euros. On parle de chiffre d'affaires par des leads qui sont arrivés par ces réseaux-là. En premier, qui nous ont découvert là. C'est ouf. Du coup, là, ça soulève un point, c'est on sous-estime la valeur, je pense, des petites audiences et on surestime la valeur des grosses audiences larges, quoi. Une grosse audience, c'est souvent, pas tout le temps, mais souvent pas qualifié. Ce sont des touristes qui t'envient, qui veulent ton lifestyle, qui te trouvent intéressant, qui te trouvent divertissant, mais ces gens-là, ils achètent pas chez toi. Ouais, c'est ça, c'est la différence du coup entre l'influenceur et l'entrepreneur. C'est pas le même business model, quoi. L'influenceur, il vend de l'attention, il vend de la pub, des placements de produits, ce genre de trucs. Et vraiment, s'il veut lancer un business et qu'il a une très grande audience, pourquoi pas, il va faire du mass market, genre MrV qui lance ses pizzas, tu vois. Ou MrBeast qui lance ses je sais plus quoi, c'est chocolat. Voilà, Feastable. Et là pourquoi pas, mais du coup l'entrepreneur c'est pas la même logique, quoi. C'est marrant de voir toi qui as une petite audience mais ultra rentable, quoi. L'audience la plus rentable d'internet. Moi j'ai la chaîne YouTube la plus rentable d'internet au chiffre d'affaires par abonné. Non, je caricature, je suis sûr qu'il y a des gens dans la finance, des trucs comme ça, qui avec 500 abonnés arrivent à faire rencontrer 1 million, tu vois, ce principe. Mais si tu as le bon système commercial et d'entreprise, il n'y a pas besoin d'être très connu pour gagner de l'argent. D'ailleurs, nous c'est un de nos chevaux de bataille. Hein. C'est comment être très très riche sans que personne sache quitter, quoi. En faisant le métier que t'aimes. C'est une bonne équation. Et du coup, ça sous-entend je pense, faire les bons contenus pour. Parce que du coup, ce qui est dangereux, je trouve, avec YouTube, c'est tout est mélangé. Donc, on est très vite tenté, en fait, de copier genre un influenceur alors que c'est pas notre sujet. Et je pense qu'il y a un vrai sujet, du coup, à creuser les bons formats, aller faire les bons contenus qui créent justement ce lien sacré, j'ai envie de dire, mais ce lien très fort comme toi t'as du coup sur ta chaîne et qui du coup font que c'est des acheteurs après, quoi. Il paraît que c'est positif pour tout le monde. 100%. T'as senti une évolution de YouTube et même de la vidéo de manière générale ces 12-24 derniers mois? Ouais, complètement. Je pense qu'il y a... En fait, je pense qu'il y a 2 trucs. Il y a pas mal de trends. Donc, c'est-à-dire des choses qui sont dans la tendance, des trucs qui marchent, puis que tout le monde copie, puis qui du coup deviendront mainstream et marcheront peut-être moins, et des nouveaux. Et je pense que je pense qu'il y a un truc de fond qui est plus des règles globales pour faire des bonnes vidéos, qui elles resteront intemporelles et marcheront toujours dans la manière dont on fait le storytelling d'une vidéo, le montage, etc. Et c'est ce qu'on pourra creuser. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense que il y a eu une hyper professionnalisation de YouTube, ça c'est clair, tu vois. Je pense que Hormozy c'est un peu la personne qui a aussi amené ça, et du coup Hormozy, Iman Gadzhi, ouais. Sur le YouTube anglophone. Forcément, sur le YouTube francophone, tu vas avoir Yomi, Oussama, etc. Et je pense qu'en fait, on a beaucoup de discussions autour de la forme, mais que en vrai, et c'est intéressant, mais en vrai, au fond, la première question à se poser pour faire des vidéos YouTube, c'est, pour que ça marche, c'est est-ce qu'en fait, ce qu'on va raconter, c'est si intéressant que ça, tu vois. Et je pense qu'il y a un contrat invisible qui se passe entre le créateur et la personne qui regarde. Moi, je regarde la vidéo.
je vais te donner mon attention, mon temps, qui est ultra précieuse, parce que quand on y pense, il y a plein d'autres choses à faire. Moi, j'ai des proches que je vois peut-être même pas autant que je voudrais, parce que j'ai pas le temps. Il y a des trucs comme ça. Voilà. Et en échange, du coup, le créateur, soit il doit m'inspirer, soit m'éduquer, soit me divertir. Ouais. Et si déjà une des 3 cases au moins est pas cochée, ça va pas marcher, tu vois. Le contenu, ça va pas marcher. Parce que on pense que le concurrent d'une vidéo, c'est une vidéo concurrente. Ouais. Alors que le concurrent de la vidéo, c'est Netflix, c'est Amazon, c'est le Xanax, c'est ton gamin qui gueule, c'est ta grande tata qui s'est cassé le col du fémur, c'est ton chien qui aboie, Ouais, carrément. c'est aller faire un foot dehors. C'est ça le concurrent de ta vidéo. Ouais, carrément. Carrément. Et du coup, c'est engageant, en fait, de regarder une vidéo. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, dans la guerre de l'attention, c'est un vrai truc. Et je pense que quand on fait des vidéos, je pense que c'est pas con de garder en tête que il faut se battre très très fort pour avoir l'attention. Et pour la garder. Et pour se montrer un peu, on va dire, digne de l'attention qui va nous être accordée. Et si tu l'as trahi, cette confiance, une fois, c'est fini. Ouais. La personne, elle clique, les 30 premières secondes sont nulles, elle s'en va, elle revient plus. Ouais, c'est ça. C'est comment tu fais des promesses et tu tiens tes promesses pour créer l'habitude de... Hormozy en parle très bien, tu vois, quand il a fait un maxi live pour son livre, donc, pour promouvoir ça. Et en fait, il a dit, tu vois, il a offert un cadeau à toutes les personnes qui étaient présentes dans le live. Et il a clairement expliqué, en fait, je fais ça parce que je vous ai dit que ce live, ce serait un truc de fou. Vous êtes venus, je tiens ma promesse, je vous offre un cadeau et je veux que la prochaine fois que je fasse une promesse, tout le monde la prenne au sérieux, tu vois. Et c'est un peu pareil, je pense, avec YouTube. C'est ta miniature, ton titre, ta proposition de valeur, en gros, c'est une promesse. Tu peux faire un truc clickbait et tout pour attirer plus de vues. Ça va peut-être marcher sur cette vidéo. Mais du coup, peut-être qu'à ta prochaine vidéo, ils vont dire il m'a arnaqué la dernière fois. Ça a un nom je sais plus si c'est dans le théâtre ou dans le cinéma, c'est le fusil de quelque chose. Le fusil de Tchekhov. Voilà. Et c'est de dire si il y a un objet qui est là, il faut qu'il y ait une raison. Ouais. Et en fait, quand tu ouvres une boucle narrative, il faut la refermer. Et de la même façon, en fait, si ta miniature ouvre une boucle narrative, il faut que ta vidéo referme cette boucle narrative. Sinon, le spectateur se sent trahi, en fait. Ouais, carrément. Et c'est pour ça qu'on était tous aussi vénères sur le dernier épisode de Game of Thrones. Parce qu'il a rien refermé. Et ça nous a tous beaucoup fâchés. Les open loops, c'est horrible dans les histoires. Et du coup, ça soulève la question de l'angle de la vidéo, du coup. Parce que, du coup, c'est en fait le sujet, je pense aussi, c'est du coup quelle boucle ouvre la vidéo. Donc, il faut que cette boucle elle soit atteinte, mais c'est Paddy Galloway qui dit beaucoup ça, qui est du coup expert YouTube, consultant pour MrBeast et plein d'autres mecs, et qui dit en fait, ta vidéo, tu vas bosser dessus, et en vrai, 90% des résultats, c'est est-ce que l'angle il est pertinent, est-ce que il intrigue, la curiosité, est-ce qu'il va peut-être à contre-courant, est-ce qu'il y a un truc intéressant dans ton concept. C'est pour ça qu'ils disent tous la même chose en fait. C'est t'as une idée de vidéo, ok très bien. Est-ce que tu arrives à faire un titre et une miniature? Si oui, t'as le droit de produire la vidéo. Ouais, sinon, exactement. Ça veut dire que t'avais une idée mais que tu trouves pas l'angle qui est vendable en fait. Donc trouve l'angle et fais la vidéo après. Parce que si tu fais la vidéo et que t'as pas l'angle, c'est du gâchis quoi. Enfin, genre tu vas mettre des coups d'épée dans l'eau. Bon après, ça te permet toujours de progresser et tout, mais ouais. Donc je pense que partir de l'angle c'est cool et se dire est-ce que l'angle parce que des fois tu sais on le voit. Enfin même moi quand je regarde des vidéos, je vois un truc en recommandation et là il y a un truc qui t'intrigue, tu vois, sur la miniature tu vois un personnage et puis tu vois un mot à côté ou un truc et tu fais ah tiens ok qu'est-ce qui va je vais apprendre un nouveau truc quoi. À contrario, moi il y a des trucs où je m'interdis de cliquer même si j'ai envie. Quand ça mise sur un biais de négativité, tu vois, et que tel influenceur, tel entrepreneur, telle star que j'aime bien, ils l'ont mis en rouge avec des yeux de démon, avec écrit escroc, la vérité révélée, j'ai envie de savoir, hein, comme tout le monde. Je m'interdis de cliquer. Pire, je dis à YouTube de ne plus recommander cette chaîne. Je veux pas qu'on appuie sur ça dans mon cerveau. Ça ne m'intéresse pas. Donc, faut faire attention à ça aussi. Hein. Il y a des gens comme moi qui boudent. Mais je pense qu'en tendance, ça doit bien marcher. Mais bien sûr que ça cartonne, c'est pour ça que je veux pas le voir. Et par contre, aussi, ça doit bien marcher en tendance. Mais encore une fois, du coup, si t'es influenceur et tout, que si tu veux faire de la masse, bah pourquoi pas. Par contre, ça peut aussi te décrédibiliser. Si toi, tu fais ça, les gens qui te suivent vraiment et tout, bah peut-être que ça va effriter ta réputation, tu vois. Et si tu regardes, c'est Graham Stephan, The Ice Coffee Hour, qui est spécialisé là-dedans, il fait ça tout le temps.
Et il y en a un autre aussi, pareil sur la finance aussi, qui débunk et qui fait tout le temps c'est ça. Tout le monde est un démon, quoi. Ne pas surabuser des mécanismes qui donnent envie de cliquer par les biais de négativité, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, ok, ça marche, mais tu passes quand même aussi pour un con un peu, quoi. Ouais, je pense que ça revient au truc de oublions pas que derrière les chiffres, il y a des gens, quoi. Ouais. Et on peut devenir un peu autiste sur, tu vois, les algorithmes. Ok, je sais pas, j'ai cross-test 10 000 hooks de post LinkedIn ou des trucs comme ça. Mais à la fin, c'est quand même des gens qui lisent et voilà, c'est quelle image on renvoie aussi. Et quand je pense on veut créer tu vois, comme toi, enfin, t'as une entreprise sérieuse, tu vas avoir une audience enfin, c'est important, quoi, la réputation. Certes, il y a le volume, mais c'est pas forcément ça qui fait gagner, quoi. C'est le problème des algos, en fait. Et d'ailleurs, je pense que, tu vois, ces dernières années, on a eu quelques anciennes stars, acteurs, humoristes, machin, qui ont dérapé. Genre vraiment, qui ont dérapé. Ils sont allés trop loin, quoi. Et il y a tout le monde qui est là, oui, vous vous rendez compte. Mais il y a un truc qu'on regarde pas. Ok, la personne, la dernière chose qu'elle a fait, c'est une dinguerie, c'est une horreur, il faut la cancel. Je suis plutôt contre la censure 100% du temps. Mais il y a des moments, enfin, il y a des trucs qu'on a eu récemment dans l'actualité quand ça touchait des gamins. Non, il n'y a pas de débat, en fait. C'est fin. Par contre, si tu veux, si je suis très d'accord que quand ça touche à des enfants, il faut juste dégager la personne à tout jamais, je vais quand même m'interroger sur comment on en est arrivé là. Parce qu'il y a forcément une signe précurseur. Ça arrive pas comme ça, ça tombe de personne de cet esprit, tu vois. C'est qu'on nous fasse pas une Strauss-Kahn, qu'on nous dise pas que cette personne-là, à 65 ans, elle a vrillé pour la toute première fois, tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, ce que j'observe aussi, tu vois, et ça excuse pas, attention, ça explique, ça excuse pas, c'est que Internet nous pousse à être de plus en plus extrêmes et à être de plus en plus des caricatures de nous-mêmes, des caricatures d'un personnage, pour avoir plus de visibilité. Et en fait, regarde comment nous, à nos âges et dans nos générations, on peut être des caricatures de nous-mêmes des fois sur Internet, en grossissant le trait. Et imagine maintenant si des algorithmes, ou des gens, ou une industrie, nous y encouragent pendant encore 40 ans. Qui on sera dans 40 ans? Et moi, je fais hyper gaffe à ça. Moi, en plus, je suis une grande gueule, j'aime bien des conneries, j'aime bien gueuler. Et des fois, j'ai peur de ça, je veux pas devenir que ça, tu vois. Parce que je sais que ça marche, mais si je suis plus que ça, franchement, c'est un peu triste, quoi. Ouais, tu veux pas devenir une parodie de toi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que dans une certaine mesure, ces gens de 50, 60, 70 ans qui vont trop loin sont devenus, malgré eux, des parodies d'eux-mêmes. Et ça n'empêche pas qu'il y a des trucs qui sont trop, tu vois, et qu'il faut y mettre un terme. Mais il y a quand même derrière une mouvance sociétale qui est responsable d'avoir créé ça, quoi. Ouais, ça pose la question de l'intégrité, quoi. C'est à quel prix tu suis les tendances, tu te perds, enfin, comment dire. En fait, s'il y a jamais personne pour te dire que tu vas trop loin, comment tu sais? Après, tu le sens un peu, non? Et quand YouTube te récompense à chaque fois que tu fais plus dingue, qu'est-ce que tu sens? En fait, tu fais de plus en plus dingue, tu es de plus en plus récompensé jusqu'au moment où tu fais trop. Et là, tu te fais sanctionner. Mais l'organisme qui te sanctionne est celui qui t'a encouragé. Hein. Donc, je sais pas, je suis un peu méfiant avec ça. C'est pour ça que je freine toujours des cas de fer quand on va faire des trucs trop scénarisés, trop putaclic, trop machin, trop trucs. Et toi, tu m'en as jamais proposé, donc ça va, tu vois, mais... C'est un truc que je suis assez alerte quand même. Tu vois, on a enregistré toute la journée avec des gens. Et je sais pas si t'as capté, ils avaient tous une peur, entre guillemets. C'est que je clippe un truc qui disait hors contexte pour leur faire dire des dingueries à 3 millions de vues sur TikTok. Et putain, moi je fais pas ça, quoi. Et ouais, ok, je perds de la visibilité. Ok, je sais. C'est pas grave. Je veux pas être une ordure, en fait. J'ai décidé que dans ce monde, autant que possible, aussi souvent que possible, et j'y arriverai pas à chaque fois, d'être une force positive et pas un connard qui nourrit les algos. Ouais, mais je pense que du coup, cette visibilité, tu vois, si tu faisais ça, et si on faisait des trucs ultra putaclic et tout, il y aurait une visibilité, mais qu'on paierait aussi par une friction, tu vois, on serait pas bien de faire ça. Je suis presque sûr que je serais plus connu, mais que je gagnerais moins d'argent par abonné. Je pense que l'enjeu aussi, quand même, dans le contenu, c'est comment tu crées. On sait que ça prend du temps à créer du contenu, à devenir bon, à réunir aussi une audience et tout. C'est comment tu crées sans friction et dans un truc où tu peux le faire pendant des années sans que ça te fasse souffrir, quoi. Et je pense que quand tu joues à ça, que tu commences à te travestir et tout, c'est dur, quoi. Enfin, ça peut être dur de le faire pendant longtemps sans arrêter, quoi, ou sans péter un câble. Moi, c'est un truc qu'on m'a souvent dit. On me dit, ouais, t'es authentique. Je fais, non, je suis moi-même, je suis normal.
je ne sais pas être autrement. Et vu que j'ai prévu de faire mon métier longtemps, ce serait beaucoup trop fatigant d'être quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pas simple de trouver le juste milieu de qui tu veux être. Comment tu... Est-ce que toi, t'influes là-dessus derrière la caméra avec tes clients? T'essayes de... Sur leur posture, sur leur personnage, sur leur façon de parler Bah, moi, j'ai la croyance que au plus proche, que le contenu doit s'adapter à la personne, qu'il y a autant de stratégies de contenu que de personnes, qu'on peut pas copier-coller une stratégie d'une personne sur l'autre parce que c'est pas elle, ça marchera pas, et que à chaque fois que tu vois, genre, je sais pas, imaginons une agence ou autre va essayer de templatéiser le truc ou va te copier le truc, bah en fait ça va se sentir que c'est naze, tu vois. Ça sonne faux. Ouais. De la même manière que des fois t'as des, je sais pas, t'as des youtubeurs qui vont faire un projet, c'est un peu authentique et tout, et puis là t'as une marque qui va monter un projet en disant ah ça a cartonné, on va reprendre les codes, voilà le PowerPoint, on vous explique les axes stratégiques et tout, et en fait ça sent que c'est faux l'intention, tu vois. Donc moi je pars plutôt du créateur, enfin de l'entrepreneur, en disant bon bah qu'est-ce qu'on va faire pour le mettre en valeur lui, et je pense que le fond du contenu, il doit être porté par la personne. Et si la personne déteste le contenu, tu vois, on pourra pas faire une bonne strate de contenu autour. Genre, on peut pas faire lire des scripts à une personne, templatisé. Moi, tu me fais réciter des trucs, je suis pas très bon. Hein. Ça va se sentir, quoi. Enfin, tu vois, les gens, je pense que les gens sont pas cons. Les gens qui regardent, et ça se sent, quoi, si on te prend pour un con. Et tu vois, ça se sent si le mec lit un script dans l'intérêt de faire le plus de vidéos possible dans un batch pour faire le plus de vues et tout. En fait, tu l'as fait pourquoi la vidéo? C'était pour te faire des vues ou c'est pour vraiment nous transmettre un truc, quoi. Et je pense que l'intention, en vrai, il y a un truc non dit, mais qui se sent et qui... Sur du marketing, sur un webinaire, des choses comme ça, réciter mot pour mot un truc, même si tu le récites mal, les mots ont tellement de puissance que ça marche quand même. Ouais. Sur une vidéo YouTube qui est 100% informative, divertissante, je pense pas. Je pense que là, vaut mieux dire des trucs moins pertinents, mais plus naturellement. Ça aura plus d'effet que si t'avais tout scripté, mais que t'as une prosodie qui est dégueulasse, quoi. Ouais. Parce qu'on voit d'ailleurs, toi, on s'amuse à s'envoyer des pubs, on dit putain, c'est cringe, quoi. Mais ça marche. Parce que en fait, juste la pub, aussi cringe soit-elle, si elle a 1 million de vues, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a mis 100 à 200 000 balles dessus. Ouais. Sur YouTube, quand c'est cringe, ça n'a pas de vues. Ouais, c'est ça, c'est... Je sais pas, enfin, je suis pas expert en pub, tu vois, mais je pense que c'est peut-être 2 trucs un peu différents. Où la pub, certes, t'appuies du coup sur un point d'intérêt, et puis après tu déroules, et les gens se laissent un peu embarquer dans le truc un peu qui reviennent. En fait, les pubs, les gens, ils s'attendent à ce que ce soit bizarre. Ouais. Parce que les pubs télé nous ont habitués à ce que les gens ils aient une prononciation bizarre, quoi, qui avait pas de sens, qui était surjouée. Et du coup, maintenant, ça choque personne. Alors qu'une vidéo YouTube, c'est la télé. La télé, on s'attend à ce que les gens ils parlent normalement. Ouais, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là, si il met à parler bizarrement, des scripts hyper copyrightés et tout. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est quoi l'avenir de la vidéo pour toi? L'avenir de la vidéo, c'est une bonne question. Je pense que la vidéo, en fait, c'est quand même le meilleur véhicule, tu vois, pour créer de l'émotion et créer des marques au final, quoi. Parce que, tu vois, il y a un expert en stratégie marque qui résumait, en gros, c'est quoi une marque? Il disait... c'est genre le gut feeling d'un consommateur envers un produit service entreprise. Ouais. C'est genre, si je te dis Disney, tu ressens un truc, tu vois, une émotion. On sait pas trop expliquer, mais c'est du coup un lien un peu émotionnel. Ou de la même manière... C'est un Pluto de 1m80 qui me court après et qui fait rep. Si je te donne le nom de ta chaîne de restaurant préférée, tu vois, ou peut-être t'as passé des soirées mémorables, ou t'as fêté ton anniversaire, des trucs comme ça. Et bah du coup il y a un lien émotionnel qui est créé et du coup c'est très dur pour un concurrent de déloger cette chaîne-là par rapport à toi, tu vois. Et du coup la vidéo, bah là où elle est quand même assez ouf, c'est je pense dans la création d'émotions comme ça. Mais du coup c'est un vrai, là je parle pas dans une démarche même artistique, je parle vraiment dans une démarche business, quoi. C'est quand même beaucoup plus facile d'engager les gens, je pense. À travers des vidéos. Maintenant, c'est quoi le futur de la vidéo? Là, on voit, donc il y a une trend autour de l'authenticité là en ce moment qui est assez intéressante, je pense,
où donc globalement c'est des mecs qui disent ok, on en a marre de faire des vidéos avec 10 000 cuts, des miniatures hyper fancy et tout. Ouais, mais ils ont tous le même sujet de vidéo, tous le même type de vidéo, tous la même absence de miniature, limite au fond près, et avec tous le même discours. Ouais. Après, ça, du coup, comme toutes les trends, les premiers qui le font, tu vois, ça fait une rupture de pattern, et puis après, ça recrée un pattern. Exactement. Ouais. Parce que on voit Charlie Morgan qui fait des vidéos où il gribouille sur un tableau blanc, mais bon, c'est les vidéos de Sam Owens, quoi. Ouais. Mais du coup, en fait, le point, je pense, intéressant là derrière, c'est de dire le contenu prévaut sur la forme dans certains cas. Parce qu'en fait, ces vidéos-là, je trouve qu'elles marchent parce que les mecs ont un background, tu vois, et une backstory. Ouais. Tout le monde a pas le droit de les faire, en fait. Genre, si moi, je fais une vidéo comme ça, que je parle d'un sujet où j'ai pas des preuves irréfutables de mon succès et tout, machin, c'est pas parce qu'elle est mal faite, la vidéo, qu'elle va marcher, quoi. C'est pas ça qui... C'est de dire, genre, si t'as les prérequis pour faire une vidéo sans montage, à savoir, t'as succédé, t'as construit des vrais trucs. Non mais voilà, Alex Hormozy qui ferait une vidéo sans montage, sans miniature, sans rien du tout, où il est juste assis à son bureau et qui dit comment est-ce que je ferais 10 000 € par mois en partant de zéro si j'avais un gun sur la tempe. Voilà. Bah, c'est plus crédible que si c'est un mec de 14 ans qui a jamais rien fait et qui l'a fait en sortie du collège, quoi. Enfin, forcément. Ouais, carrément. Et donc ça, du coup, je pense que, en fait, le contenu intéressant et donc le contenu d'expert, en gros, aura pas forcément besoin de forme fancy. Parce que en vrai, ce qu'on va chercher là-bas, c'est pas du divertissement, c'est ok, je vais écouter un mec me dire des trucs que j'ai jamais entendus ailleurs parce que lui, c'est l'expert du truc, tu vois. Ouais. Genre moi, je pourrais regarder des vidéos de Paddy Galloway, d'experts YouTube et tout, des vidéos de 3 heures sans montage, s'il en postait, je les regarderais tous les jours, tu vois. Parce que j'ai pas l'offre, je l'ai pas ailleurs, tu vois. Par contre, ça, je pense que ça marchera pas pour tout le monde parce que mine de rien, on est quand même dans un game où la tension diminue et continuera de diminuer, je pense. Et parce que bah du coup, les gens ils ont que une demi-heure, 1 heure par jour à allouer du contenu, quoi. Ouais, et donc je pense que parallèlement du coup à cette traîne sur l'authenticité, il y a aussi il va y avoir un vrai sujet de plus que jamais, si jamais t'es pas dans ce cas de figure-là où t'es hyper légitime et tout, bah va falloir se battre pour l'attention, quoi. Et je pense qu'il y a pas mal d'outils pour le faire dans la structuration de ton discours, par exemple. Donc c'est-à-dire comment le début de ma vidéo, en fait, vend la vidéo. Et puis apprendre à être intéressant, en fait. Et ouais, apprendre à être intéressant. C'est Timothée qui a enregistré ce matin qui le disait, en fait, c'est la différence entre quelqu'un qui crée du contenu et quelqu'un qui documente sa vie. Ouais. Si ta vie est intéressante, documenter ta vie en guise de contenu est beaucoup plus facile et tu crées du meilleur contenu. Ouais. C'est que si vous voulez faire de bonnes vidéos, ayez une vie intéressante. Ouais, et du coup, c'est là où tous les mecs comme Hormozy, ou tu disais Charlie Morgan, ce genre de mecs-là, c'est intéressant ce qu'ils racontent parce que, en fait, créer du contenu n'est pas leur métier. Et en fait, ils sont sur le champ de bataille. C'est ça, je trouve, qui est intéressant. Je pense que l'audience reward la prise de risque. Genre, tiens, je vais te donner un exemple vraiment à la con. J'étais au Canada là il y a 1 mois à peu près. On devait rentrer du Canada, gros problème sur l'avion. On reste 5 heures dans l'avion sur la piste de décollage, il part pas. Donc là il est 2h du mat et ils nous font et c'était à coup d'1 heure, ils nous disaient on va partir. 2h du mat, ils nous font finalement on va pas partir, allez trouver un hôtel et on vous remet un vol demain, tu vois. Donc là tout le monde dans l'avion est au bout de sa vie et tout et on va chercher nos bagages et là les soutes de l'avion avaient givré, donc pendant qu'on était dessus. Donc les bagages, on doit attendre 1 heure de plus pour les avoir, tu vois. Et donc moi j'avais ma caméra et tout dans mon sac, et moi avec donc un de mes potes, on se dit viens on va faire les cons. Moi je prends ma caméra, lui il se met en mode faux reporter et on se fait passer pour la compagnie Air Canada et on va voir les gens en mode tu vois. Alors Air Canada vous propose une nuit gratuite à Montréal, vous devez être content et tout. On fait un micro trottoir avec les gens. Non. Mais en mode tout le monde est au bout de sa vie, donc tout le monde rigolait du coup. Et bref, donc voilà, ça crée un truc où tout le monde, au début les gens sont en mode attends quoi, puis ils se prennent au jeu, tout le monde rigole, et au final, du coup ça met une bonne ambiance de ok c'était horrible, et puis on en a fait un peu un bon moment, mais ouais. De toute façon on n'a pas le choix, quoi. De toute façon on n'a pas le choix. Le lendemain, on retourne pour prendre l'avion, donc tous les mêmes gens du coup qui se retrouvent à l'avion. On arrive, on commence à monter dans l'avion, les gens ils nous reconnaissent et tout, machin. Et nous on continue à faire nos blagues à la con, tu vois, en disant, nous on se faisait passer pour des gars d'Air Canada, donc
on se regardait avec mon pote en mode ouais, on réessaie ce soir. Ouais, on va réessayer de redécoller, mais on verra. Et puis tu sais, l'avion pareil galérait à décoller, donc nous on disait Fred, on leur dit tout de suite que c'est mort pour ce soir. Non, attendons encore 1 heure. Et donc tu vois, on disait que des trucs comme ça. Donc tous les gens ils étaient, du coup ça crée un truc. Et à la fin on a fait une vidéo. On a fait une vidéo récap et on a dit à tout le monde si vous la voulez, venez nous voir, donnez-nous votre mail, on vous enverra le lien, tu vois. Et les gens en fait ils venaient tous nous voir machin. Et limite, t'avais un mec à la fin qui est venu nous voir, qui nous a dit écoutez, j'ai perdu ma veste, est-ce que vous pourriez faire passer un message comme maintenant vous avez l'attention de tout le monde, machin. Et en fait, c'était genre, en fait, comme vous avez un peu pris des risques et fait un truc que les gens n'osaient pas faire, maintenant vous avez de l'attention, une audience qui vous suit, qui vous considère. Donc là, c'est un exemple de merde. Moi, j'aurais vendu la vidéo Air Canada. Mais, la vidéo ne les mettait pas sous un très bon angle. Justement, paye ou je dis. On avait fait des fausses interviews, des faux témoignages, un peu. Non, c'était marrant. C'était très marrant et du coup, en fait, t'avais des gens après on avait l'attention de gens parce qu'on avait fait un truc une prise de risque, tu vois. Et je pense que quand du coup des Hormozy, des mecs comme ça, c'est en fait, moi je prends des risques, je suis sur le terrain au day to day et je fais des trucs, tu vois, plus audacieux. Et du coup, quand je les raconte, en gros, c'est super intéressant de raconter le récit d'un mec qui revient de la guerre, tu vois. C'est pas intéressant de raconter un mec qui a eu peur d'y aller et qui a rien du coup d'intéressant à dire. Et donc, effectivement, il y a un sujet au-delà de faire des meilleures vidéos, c'est comment on devient plus intéressant, en fait. Je pense ça. Je pense que ça s'oppose à toute cette génération qui font du contenu sur Internet pour expliquer comment devenir riche. Ouais. Et dont la seule capacité à créer de la richesse, c'est de dire aux autres comment devenir riche. Oui. Et foncièrement, tu vois, moi j'ai des fois un peu dénoncé ça. Et à la fois, je suis quelque part sûrement acteur de ça aussi. Et on m'a demandé, ouais, mais toi, t'as fait comment du coup? Parce que moi j'ai eu d'autres entreprises avant, mais celle que j'ai actuellement, où on fait du business coaching globalement, c'est celle quand même qui a le plus décollé, tu vois. Ouais. En fait, moi j'avais un master en stratégie digitale. Ouais. Avec ça, j'ai fait du média en ligne, dont un que j'ai revendu. Ensuite, j'ai fait du freelancing, en storytelling, en prise de parole du dirigeant, en community management, en social selling, etc. Ouais. Tu vois. Suite à tout ça, j'ai fait une petite agence. Assez vite, j'ai vu que ça me conviendrait pas. Donc, je l'ai switché en agence de coaching du dirigeant en termes de com. Jusque-là, tu vois, il n'y a pas de make money, rien du tout, com. Ouais. Ensuite, j'en ai marre de tout ça, je suis revenu à mes premiers amours de la formation et du coaching. Et donc, je formais et coachais des gens sur storytelling, prise de parole digitale, social selling, etc. Tu vois. Et petit à petit, quand j'ai commencé à atteindre un certain niveau de revenu, j'ai dit, OK, maintenant on peut boucler la boucle et je peux vous montrer comment attirer vos premiers clients avec ce que vous savez faire sur Internet. Ouais. Mais je l'ai fait tard, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai eu une crédibilité. Ouais. J'ai fait des trucs et ensuite j'ai enseigné comment j'avais fait les trucs. Mais Hormozy, c'est pareil. Il a eu une salle de sport, ensuite 7, ensuite il les a revendus, ensuite il y a eu une escroquerie rien associée en plus, tu vois. Ensuite il est allé dans les salles de sport et il faisait du done for you pour les aider à les remplir. Ouais. Ensuite il a formé les salles à le faire. Et c'est ça qui a créé Gym Launch, qu'il a revendu. Et maintenant, il a Acquisition.com, qui est un fonds qui va growth des business, quoi. Ouais, c'est ça. C'est chaque chose en son temps, en fait. Et c'est... Et je pense que du coup, sans doute, la condition pour faire ce que tu fais, c'est peut-être d'avoir fait les preuves que ce que tu enseignes est applicable, pas uniquement pour devenir comme toi, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est... Si ton truc ne marche que pour former des gens à faire pareil, ça marche pas, tu vois. On s'était fait attaquer, je crois que c'était en 2022, par quelqu'un qui nous accusait en gros d'être un coach marketing, qui formait des coachs marketing à former des coachs marketing. Une pyramide de Ponzi, quoi. Ouais. Et pour ça, il s'était servi de genre deux témoignages qui corroboraient ce truc-là. 2 sur 200, il a choisi les bons, comme par hasard, mais bon, bref, biais de confirmation. Et on lui a montré, en fait, nous, 99% de nos clients sont pas des coachs business. C'est des sophros, c'est des coachs santé, c'est des coachs mindset, c'est des gens des naturaux, des hypnos, des gens dans l'éducation canine, des gens sur tout ce qui est équitation, enfin, rien à voir, quoi. Ouais, carrément. Si je raconte que je fais 1 million par mois, ça fait fuir. Je vais attirer les business coachs ou les coachs marketing ou les consultants ou les business en ligne sans substance, tu vois, qui veulent juste faire du cash. Je vais attirer tous ces gens-là. Par contre, le coach en alimentation, le naturo ou l'hypno,
qui gagnent actuellement 1 000 € en vendant des séances et qui Ouais, aimeraient qui bien vont passer passer, à 3 000 par mois avec une offre, ils vont me regarder 1 million par mois et vont faire ok d'accord, c'est pas pour moi. comme les autres là, il est en lambeau orange à Dubaï. Ouais, c'est ouais, pas ouais. pour moi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc moi je communique sur nos chiffres parce que j'ai décidé que nos chiffres étaient une belle explication de nos stratégies les plus avancées. Ouais. Mais je communique surtout sur nos clients accompagnés, sur leurs résultats, sur les gaps que les débutants ont fait, sur ce qu'est une réussite normale, ce que c'est une réussite atypique. Et ouais, moi j'ai pris un chemin qui est un peu différent, quoi. Ouais. Et du coup, dans l'intérêt, enfin, ce que tu disais tout à l'heure, quoi, le truc de j'ai fait le chemin et maintenant je vous raconte comment je l'ai fait et je vous apprends à le faire. J'ai fait 0 à 1 et je vous montre 0 à 1, mais maintenant que j'ai fait 1 à 10, j'enseigne encore 1 à 10, mais ensuite quand j'ai fait 10 à 100, je l'enseigne plus en fait. C'est pas mon job. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est un bon, je pense, que c'est un bon point de départ pour créer du contenu sur YouTube, c'est de dire, faire le point sur en vrai, qu'est-ce que j'ai accompli si je suis honnête, tu vois. En fait, au lieu de dire aux gens quoi faire, montrer ce que toi t'as fait. Ouais, sous forme build in public, c'est censé être ça à la base. Hein. C'est un format autobiographique. Je suis parti de là, j'avais ce postulat, je veux aller là, voici comment j'ai fait. Des fois, je vais me louper, je vais vous le dire. Des fois, je vais réussir, je vais vous le dire. Ouais, documenter, c'est une bonne manière de créer sans encore avoir fait ses preuves. Je pense que c'est une des manières. Je pense qu'analyser le travail des autres peut être une autre manière aussi. Exemple, je m'explique. Là, tu vois, si moi je mettais des vidéos sur ma chaîne YouTube, comment percer sur YouTube, alors que ma chaîne a 2000 abonnés, bah la vidéo est une preuve. Il n'y a pas besoin de regarder la vidéo pour savoir qu'elle est nulle, tu vois. Alors que si je fais comment machin a explosé et que je pense que ça peut être intéressant. Démonstration de compétences. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, une fois que la chaîne aura marché, bah, là, je pourrais faire des vidéos, comment j'ai fait pour que ça marche. Mais si tu le fais trop tôt, effectivement, je pense que c'est vite cringe, en fait. Et ça, si tu tombes dedans, bah, ça marchera pas. Et puis même, c'est dissonant. Genre, pas faire du contenu généraliste, business coaching, machin, alors que t'as rien fait, quoi. Si t'avais un élément à donner qui, selon toi, fait ou défait une bonne vidéo, ce serait quoi? Sans doute l'angle, en fait. L'angle narratif. Ce que je veux dire par là, c'est, en gros, est-ce que la vidéo, elle peut être résumée en une phrase, tu vois? Parce que si c'est pas le cas, bah en fait, peut-être que ça veut dire qu'elle est trop compliquée ou que c'est peut-être trop flou dans ta tête, quoi. Ouais. Et du coup, elle sera pas facile à digérer. Genre, ou même, les gens pourront même pas se la partager, tu vois, parce qu'ils pourront pas expliquer à leurs potes pourquoi il faut regarder ce qu'il y a dedans. Ouais. Tu sais quoi, en posant la question, je me la suis posée aussi. Et au début, je me suis dit, bon, c'est pas l'image, on s'en fout. Ouais, non, c'est pas ça. Et après, je me suis dit, c'est le son. Et après, je me suis rappelé de William Brown, qui filme son millionnaire boardroom à Dubaï, là. En gros, il filme la salle, il y a du brouhaha, le son, il est éclaté. Sauf qu'en fait, l'intervenant, il est intéressant. Donc, en fait, limite, tu mets les sous-titres, tu te concentres comme ça. Tu plisses les yeux, tu as l'impression d'être sur Canal encrypté. Donc, c'est pas ça non plus. Et du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste les idées, en fait. Ouais. Est-ce que la vidéo, elle est intéressante? Est-ce qu'elle est bien structurée pour que tu arrives à la suivre? Ça aussi, c'est tout un sujet. Et à part ça... Je pense qu'il y a tout un sujet là-dessus aussi. Et là-dessus, j'ai une tonne de hacks, si tu veux, mais c'est pas les trucs par lesquels commencer, je pense. Je pense que le point de départ du truc, c'est c'est vraiment le propos que tu veux transmettre, quoi. Et après, effectivement, il y a des méthodes pour garder l'attention des gens, que la vidéo ce soit une sorte d'autoroute et que quand ils rentrent, ils se fassent embarquer. Le début, c'est le plus important, du coup, évidemment. Comme dans un film, tu regardes un film sur Netflix et en fait, les 5-10 premières minutes, il y a encore un risque que tu le jartes pour passer sur un autre. Si t'es embarqué dedans, après, a priori, tu vas le finir. Ouais. Et ça, du coup, comment on garde l'attention, moi, c'est des trucs que j'ai beaucoup testé. J'ai fait, du coup, des centaines de vidéos. J'en ai certaines pour des clients, machin, qui ont fait des dizaines, des centaines de milliers de vues sur différents réseaux et tout. Et c'est vraiment... tu sais, t'as la notion de rythme, en fait. Il y a le monteur l'ancien monteur de Logan Paul qui crée beaucoup de contenu, lui, pour expliquer comment il met en place du storytelling. Je crois qui c'est en plus. Hayden Hiller-Smith. Ouais, avec les lunettes. Ouais. Et lui, donc, il crée du contenu qui est excellent sur le sujet. Et en fait, il te dit déjà chaque séquence de ta vidéo, tu peux la regarder, tu peux te dire est-ce que
Ça se suffit. Est-ce qu'elle fait avancer l'histoire, en fait? Okay. Genre, des fois, ils avaient tourné, tu vois, des séquences hyper fancy avec des voitures, des trucs et tout pour une vidéo. Et là, au montage, ils se rendent compte que, attends, mais si je cut toute la scène, la vidéo marche encore, tu vois. Ouais. Et du coup, cette scène, en fait, c'est juste un risque de perdre l'audience. Ouais. On l'adore, on a investi dedans et tout, mais je la cut. Et il appelle ça, tu vois, murder your darling. C'est genre, ça va te faire mal, tu vois, mais c'est mieux, c'est pour le bien du watch time. C'est dur, ça. C'est très, très dur. Ça, c'est hard. Et donc, tu vois, ça, par exemple, c'est un des principes. T'en as d'autres, c'est de dire, en fait, la vidéo, on pense souvent qu'il faut qu'il soit hyper rythmé pour garder l'attention. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que si tu fais un truc hyper rythmé pendant longtemps, tu décroches. En fait, ce qui garde l'attention, c'est le changement de rythme. Ouais. Donc, tu vas avoir une scène, un bloc, on va dire, de ton histoire où, en fait, là, c'est rapide et tout, c'est justifié. Et peut-être que la durée moyenne par clip, c'est genre, tu vois, 0,4 secondes, machin. Voilà, genre dans la technique, mais... J'avais un prof d'histoire comme ça. Quand j'étais au collège, on n'arrivait pas à s'endormir. Parce qu'il parlait comme ça et en fait, tu savais jamais s'il était sur le point de t'engueuler ou si juste, en fait, il était en train de se chauffer tout seul. Et tu te rends compte à quel point les changements de rythme et d'intonation permettent de capter l'attention. Ouais, carrément. Et du coup, le rythme, tu peux, en vidéo, le modeler à ta guise. Parce qu'en fait, tu changes la musique, tu changes la durée des plans et ça change tout le storytelling. Enfin, genre, ça a vraiment un vrai impact, en fait. Et le choix, pareil, des musiques. Moi, je sais que c'est un truc que je fais beaucoup. Je vois, tu vois, l'histoire. Je me dis, bon, bah là, à ce moment-là, j'ai envie que ce soit quelle émotion, en fait, qui soit mise en valeur, tu vois. En fait, par exemple, là, j'ai fait une vidéo sur Hormozy. Donc, il est dans son live, etc., où il s'apprête à vendre un cours en ligne à plusieurs milliers de dollars, tout ça. Et là, bam, il annonce qu'en fait, c'est gratuit. Donc, moment un peu historique, tu vois tous les gens dans l'audience qui qui sont comme des fous, certains se mettent à pleurer et tout. Et moi, dans ma vidéo, je voulais expliquer qu'en fait, s'il fait ça, au moment où il le fait, il y a une connexion un peu sacrée, émotionnelle qui se crée, tu vois, avec l'audience, et que du coup, pour sa marque, c'est incroyable. Et du coup, tu vois, en mettant ce passage-là, par exemple, et en mettant une musique un petit peu, un peu, pas épique, mais un peu qui amplifie la bonne émotion, en fait, tu peux amplifier les émotions que tu veux, et du coup, le spectre émotionnel, l'élargir, et du coup, à la fin, plus le viewer a ressenti d'émotions en parcourant la vidéo, bah plus, tu vois, déjà, il sera resté, et plus il va garder, il va mémoriser. Parce qu'en vrai, c'est ça qui fait mémoriser, tu vois, c'est les émotions, c'est pas la raison. Donc voilà, quelques petits hacks. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on pourrait parler de ça 4 heures. Mais ça fait déjà quelques heures qu'on tourne. Moi, je commence à avoir du mal à me concentrer. Où est-ce que les gens doivent te retrouver s'ils veulent en savoir plus sur ça, découvrir ton travail, peut-être travailler avec toi? Où est-ce qu'ils te retrouvent? Où est-ce que c'est le mieux d'aller? Le mieux, c'est d'aller sur YouTube. Donc, Baptiste Soukiassian. On mettra ça en dessous. Et sur LinkedIn. Baptiste Soukiassian aussi. Parfait. C'est mon nom. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'autre côté de la caméra. Avec plaisir, Jérémy. À bientôt. Salut, à bientôt. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. On édite des podcasts, des newsletters, des médias aux côtés de ces coachs et de ces indépendants, Coleman Media étant une branche de l'entreprise Coleman Publishing qui, elle, propose de l'accompagnement. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. À bientôt.